C'est la rentrée, et je me suis dit qu'il était peut-être temps de refaire une petite vidéo fève au beurre avec un bon Chianti. Ouais, je sais, ça fait un bail. Du coup, pour me faire pardonner, je vous propose une petite analyse d'un film que j'affectionne tout particulièrement. Non, que j'adore en fait. Et qui contient mon crush ultime, Le Silence des Agneaux. Réalisé par Jonathan Demme, Le Silence des Agneaux est un film adapté du roman de Thomas Harris, du même nom, qui est d'ailleurs une saga, mais qu'on oublie souvent de mentionner tellement Le Silence des Agneaux s'est démarqué par la beauté de sa réalisation, son écriture et du duo choc Hopkins-Foster. Allez, vous connaissez le refrain, et je sais que vous l'attendiez. Jonathan Demme, c'est ça. Bref, Le Silence des Agneaux raconte l'histoire de Clarice Starling, une jeune élève à Quantico, l'école du FBI, qui va se retrouver à participer à l'enquête sur un tueur en série en demandant l'aide d'un meurtrier de renom, Hannibal Lecter. Ici Rox le Fox, et aujourd'hui, on va parler de cinéma. C'est un film que j'ai vu des dizaines de fois et dont le véritable sens m'est longtemps resté inconnu tant j'étais prise par l'histoire. Et par Hannibal. Non mais regardez-moi cette boule, comment on peut pas craquer là, sérieux? Ok, je sais que vous me jugez, vous avez raison. Pour un film pourtant excellent, il a quand même un point faible qui résulte en l'exposition de son personnage principal. Je m'explique. Il est temps que je vous parle du paradigme de Sitfield. Le paradigme de Sitfield est un modèle pour développer son film. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais ça peut aider quand on débute. Et donc, selon ce paradigme, le film est divisé en 3 parties. L'exposition, qui donne des infos sur l'intrigue, les personnages, le contexte de l'histoire et le thème. En gros, c'est l'exposition qui permet de s'immerger dans l'histoire et de découvrir le personnage principal. Ou les personnages principaux, bien sûr. Ensuite, il y a l'incident déclencheur. C'est l'événement qui va changer la vie du protagoniste et le mener à sa quête. Dans Le Silence des Agneaux par exemple, l'élément déclencheur c'est la proposition de Crawford à Starling. Le plot point c'est l'événement qui va nous mener à l'acte 2. Dans l'acte 2, on a des obstacles, notre protagoniste qui a v'là les problèmes et ça l'empêche d'avancer dans sa quête, le point culminant qui donne la direction de l'histoire et qui se situe approximativement au milieu du film. Petite parenthèse, les pinches que vous voyez là sont des petites séquences de récap, histoire de vérifier que vous suivez toujours. Et le plot point 2 qui nous amène à l'acte 3 par un nœud dramatique, autrement dit un nouvel événement majeur. C'est la fin de la confrontation, donc on peut passer à l'acte 3. Et dans cet acte 3, on a le climax, c'est-à-dire l'ultime épreuve de force. C'est là qu'on découvre ce qu'il advient du héros et de son objectif. Le dénouement, qui règle les derniers détails et donne au lecteur une conclusion, la résolution de l'histoire, tous les problèmes soulevés sont résolus, et l'épilogue. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de ma source en description. Bref, le cours étant fini, revenons à nos agneaux. Donc maintenant que vous savez ce qu'est l'exposition, vous verrez vite que Clarice n'est absolument pas dévoilée dans le premier acte. On ne sait rien d'elle. Et c'est d'autant plus marrant quand on lit le scénario. Oui, j'ai lu le scénario. Oui, je vais bien. Et c'est déjà plus simple de déceler un peu notre Starling. Mais si la réalisation ne dévoile rien, Jodie Foster, elle, avait réussi à cerner son personnage. In that way, she had this kind of quietness, trying to be somebody that was correct and that didn't come from the background that she came from, that there was a lot of, not so much apology, but an almost a shame that she wasn't bigger, that she wasn't stronger, that she wasn't louder, that in her past she had failed. Once I understood that sense of this person trying to overcome the failure of what they were born, the body they were born in, I understood that that was her strength, that she was just like the victims, and the fact that she could relate to those victims made her the hero of the film. Bref, on dirait que le film ne savait pas vraiment où il allait. Mais c'est en fait un petit coup de chance pour notre chère Johnny, car cette intro qui ne révèle rien de notre personnage principal permet d'accentuer cette part de mystère qui caractérise si bien Clarice Starling. La seule chose que l'on peut comprendre de cette scène, qui est d'ailleurs dans le livre, c'est que c'est une femme déterminée. On découvre tout de même assez vite le personnage et l'on comprend que c'est une jeune femme qui a dû très vite se débrouiller seule et a su s'adapter dans un monde où l'homme est dominant. Et en tant que femme badass, elle ne se laisse pas faire. Mieux encore, on voit même qu'elle s'adapte en fonction de son interlocuteur. Elle est discrète, observatrice et ne montre jamais ce qu'elle ressent. Du moins, jusqu'à ce qu'elle rencontre Hannibal. On peut très vite deviner son enjeu intime, définition que je vous avais déjà donnée dans ma vidéo sur Thelma et Louise, si vous l'avez regardée. Pas vrai? Bref. Cependant, on ne pourrait pas le deviner sans l'aide du grand, du seul, de l'unique, de love of my life. Hannibal Lecter, ici interprété par Anthony motherfucking Hopkins. Bon, déjà, est-ce qu'on peut parler de cette classe internationale? Ok, je préfère vous prévenir que je risque de m'égarer à plusieurs reprises en parlant de lui. En même temps, regardez-moi ça. Nice Trêve de rêverie, passons à son personnage. Hannibal est un psychiatre placé en hôpital psychiatrique pour un tout petit malentendu. Mais genre minuscule quoi. Le mec bouffe des gens. Enfin non, il les cuisine. Si c'était au chalet, ça va.
Bref, donc notre Hannibal le cannibale, en plus de se taper ses meilleurs repas gastronomiques en faisant revenir feu ses patients à la poêle, est un homme extrêmement intelligent et cultivé. Et il s'avère qu'il sera d'une grande aide pour le dossier Buffalo Bill, le tueur en série que Clarice et Jack Crawford recherchent. Donc Jackie, il connaît le loustic et il sait que c'est un joueur qui va clairement se faire un malin plaisir à ne pas lui donner d'infos. Il décide donc d'envoyer Clarice, même pas encore diplômée, pour aller soutirer des informations. On a vu dans le point numéro 1 la personnalité de Clarice, discrète, secrète, qui en dévoile peu sur sa personne, bref, vous avez le topo, mais on développera ça plus tard. Regardez bien cette scène. Nothing personal, Starling. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Et celle-ci. Quid pro quo. I tell you things, you tell me things. What is your worst memory of childhood? Death of my father. Forcément, face à un type aussi manipulateur cannibale, difficile de ne pas se dévoiler. Mais c'est là que ça devient intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Clarice sait s'adapter à son interlocuteur. Et il y a deux choses à observer dans cette scène. Elle n'est pas vraiment manipulée par Hannibal. You see a lot, Doctor. But are you strong enough to point that high-powered perception at yourself? What about it? Why don't you look at yourself and write down what you see? Maybe you're afraid to. Au contraire, elle décide tout simplement d'entrer dans son jeu. Pourquoi donc, me direz-vous? C'est ce qu'on va voir dans le point suivant. Dans le point numéro 3, je vous parlais de Jack Crawford qui décide d'envoyer Clarice voir Lecter. Et j'enchaînais avec la personnalité de Clarice. Mais, en réalité, Clarice ne le fait pas par rapport à son caractère docile de bonne élève. Bon, déjà, c'est assez évident que c'est une opportunité en or pour une élève de Quantico, on va pas se mentir, et aussi parce qu'elle rêve de travailler avec Crawford après son diplôme. It says here, when you graduate, you want to come to work for me in behavioral science. Yes, very much, sir. Very much. Mais une fois qu'elle revient de cet entretien et qu'elle se rend compte que Crawford avait délibérément évité de lui donner l'info cruciale comme quoi Clarice était un appât, elle continue tout de même l'enquête avec lui. Pourtant, elle pose ses limites et n'hésite jamais d'ailleurs à lui dire quand il fait quelque chose qui ne lui plaît pas. That's why you sent me in there, isn't it? To get his help on Buffalo Bill, sir? Well, if that was the case, then I just wish I was in on it, that's all. When I told that sheriff we shouldn't talk in front of a woman, that really burned you, didn't it? It was just smoke, Starling. I had to get rid of him. Matters, Mr. Crawford. Cops look at you to see how to act. Matters. Point taken. Alors comment une jeune élève se permettrait-elle cela? Surtout une personnalité comme Starling. Tout simplement parce que Crawford est une figure paternelle à ses yeux. En effet, le film est très pertinent quand on regarde des hommes sur Clarice. La caméra est en très gros plan, sur des yeux dévorants qui font ressortir l'instinct primal, ici vu comme dangereux, des hommes, et Clarice comme étant la proie. Et un seul regard se démarque du lot, Crawford. Comme vous pouvez le voir, la caméra est égale entre Crawford et Clarice. Alors qu'avec Chilton, on a direct un gros plan de lui et un plan de loin pour Clarice. On enchaîne avec un plan rapproché pour le malaise et Clarice debout pour montrer son ascendant, comme pour dire qu'elle ne tombe pas dans le panneau. Le rapport d'égalité entre Crawford et Clarice est un peu comme celui entre Al et Thelma et Louise dans le film du même nom. On a aussi Barney le gardien qui ne la regarde pas non plus comme une proie. Et on le voit d'ailleurs dans le champ quand Clarice parle. Pas d'oppression, conversation normale, d'égal à égal. Et puis Lecter, où la caméra est proche pour montrer la connexion immédiate. On a aussi la caméra placée du point de vue de Clarice pour montrer comment elle se sent. Et on remarque vite qu'elle se sent en sécurité intellectuelle avec lui, d'où le fait qu'elle rentre dans son jeu avec le quid pro quo dont on a parlé juste avant. Crawford la voit comme une élève à qui il doit enseigner et qu'il doit driver, ce qui explique pourquoi il ne la tient pas au courant de ses plans en amont. Les autres hommes la voient comme un bout de viande. Barney la traite avec politesse et respect, mais sans essayer de mieux la connaître, il reste à sa place. Et Lecter la voit comme elle est réellement, et c'est ça qui fait la différence avec les autres. Car si Lecter est aussi un élément qui se démarque des autres hommes du film, la relation n'est pas tout à fait la même. Et c'est ce qu'on va voir dans le point numéro 4. Même si le personnage n'est pas très bien exposé au début du film, on comprend très vite que Clarice est très intelligente, même si elle a beaucoup à apprendre. C'est pour ça qu'elle accroche autant avec Hannibal Lecter, car il la considère pour ce qu'elle est vraiment, mais également car entre les deux, ce n'est pas une relation basée sur l'attirance physique, c'est une attirance intellectuelle. Bon, j'aimerais tout de même préciser que le flirt est beaucoup plus présent dans le livre, en particulier dans la suite Hannibal, où Clarice s'enfuit carrément vivre sa romance avec Lecter. Après que Lecter lui a évidemment lavé le cerveau, mais bon, c'est pas le point. Bref. Mais ici, on va se concentrer sur ce que raconte le film uniquement. Le flirt n'est d'ailleurs pas extrêmement présent. C'est pour ça que Clarice dit précisément ces mots lorsqu'elle apprend que Lecter s'est échappé. He won't come after me. Oh, really? He won't. I can't explain it. He would consider that rude.
Et ici, on a un excellent usage des couleurs pour introduire la scène. Avant de voir Lecter, Clarisse approche le danger. La zone rouge représente clairement la peur de Clarisse, plus son inconfort suite au rapprochement de Chilton. Lorsqu'elle est avec Barney le King, on est dans une zone blanche, ce qui évoque la sécurité pour Clarisse ici, mais avec un peu de rouge en fond pour montrer son appréhension face à la future rencontre avec Lecter. Et d'ailleurs, quand elle traverse le couloir, on remarque que tous les autres détenus sont dans l'ombre, alors que quand elle arrive devant Lecter, il est dans la lumière. Non mais regardez-moi ce BG là! Pardon. Maintenant que vous avez toutes ces informations, il est temps de passer au point numéro 5. Le film ne s'appelle pas Le silence des agneaux pour rien. C'est d'ailleurs marrant quand on rapproche le titre à cette scène. You still wake up sometimes, don't you? You wake up in the dark and hear the screaming of the lamb. Hannibal pointe à ce moment-là le fait que Clarisse entend toujours les agneaux crier. Et c'est justement là qu'on comprend l'enjeu intime de Clarisse. Elle essaye de sauver ses femmes pour se repentir de ne pas avoir sauvé les agneaux. Elle le dit elle-même à Hannibal Lecter, le seul qui a vraiment compris comment lui parler réellement. And you think if you save poor Catherine, you could make them stop, don't you? You think if Catherine lives, you won't wake up in the dark ever again to that awful screaming of the lamb. Clarisse n'a pas pu sauver son père, elle n'a pas pu sauver les agneaux, donc elle part au FBI pour essayer de changer le cours des choses, le cours de son passé. Elle veut faire taire les agneaux pour surmonter ses traumatismes. Et ça, Hannibal l'a compris dès la première rencontre. Do you know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a rube. A well-scrubbed, hustling rube with a little taste. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor white trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia. What does your father do? Is he a coal miner? Does he stink of the land? And oh, how quickly the boys found you. All those tedious, sticky fumblings in the backseats of cars, while you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to the FBI. Et ce qui appuie tout ça, c'est le fait que dès qu'elle se retrouve dans une situation émotionnellement compliquée, elle pense à son père. Comme ici. Hey, Bill. Daddy! Hey, Clarice. All right. Did you get any bad guys today, Daddy? No, Angel, they all got away today. Oula! Elle se souvient de son père uniquement quand elle se sent en insécurité, et non pas à sa mère. Car vous remarquerez que les autres femmes sont quasi inexistantes, à l'exception d'Ardelia, sa BFF de Quantico, mais qui n'est pas autant mise en avant que dans le livre. Au passage, on peut d'ailleurs noter la différence entre le regard des femmes et celui des hommes, même celui que Clarisse porte aux femmes. Bref, et c'est là que le point de vue intervient. Mesdames et messieurs, il est temps d'annoncer que le point de vue c'est... la place de la femme comme proie face aux hommes. Et oui, je vous ai foreshadowé le point de vue dans mon point numéro 3. Et si vous avez regardé ma vidéo sur Midsommar, vous savez de quoi je parle. Parce que vous l'avez regardé, pas vrai? Bref, c'est pour ça que le personnage de Clarisse est aussi intéressant et fonctionne aussi bien dans l'histoire. Clarisse ne s'intéresse pas aux hommes, mais sait qu'elle leur plaît. Donc, elle use de son charme uniquement pour obtenir ce qu'elle veut, lorsqu'elle ne considère pas un homme qui ne la considère pas en retour. Le seul avec qui elle flirte pour s'amuser, c'est l'insectologue. Fun fact, il date à la fin du livre. Bref, Clarisse s'identifie aux victimes. On le voit d'ailleurs lors de la scène de l'autopsie, où elle est clairement touchée par ce qu'il se passe. D'ailleurs, on voit bien qu'elle traite l'enquête avec respect, notamment quand elle va chez ladite victime pour faire des recherches. Elle est méticuleuse, elle essaye de se mettre dans sa peau. Bon, c'est peut-être pas le meilleur jeu de mots vu le contexte. Bref. D'ailleurs, je vais vous faire un court aparté sur Buffalo Bill. Je précise que j'ai pris la décision de ne pas aborder le sujet ici, mais plutôt de me concentrer sur les autres personnages. Il y aurait beaucoup à dire sur lui, surtout quand on sait qu'il est inspiré d'un véritable serial killer. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spécialement à son sujet. Ce qui est drôle, c'est le regard de Buffalo Bill sur Clarisse, en sachant qu'il ne considère pas les humains, il les voit comme des objets, comme ici, où il dit it au lieu de you. It places the lotion in the basket. Lorsqu'il ouvre la porte à Clarisse, il n'y a aucun désir dans son regard. Par contre, il en a quand il se souvient de Federica. Mais ce n'est pas un désir sexuel, c'est un désir de pouvoir utiliser pour arriver à ses fins. Et c'est d'ailleurs ici que ça devient encore plus intéressant, car c'est la scène qui rejoint toutes les autres. Côté regard des hommes, le moment où Buffalo Bill regarde le plus Clarisse, il a des lunettes à vision nocturne, et elle ne le voit pas. D'ailleurs, la lumière nous fait bien comprendre la terreur qu'elle ressent à ce moment-là, et le plan lunette met encore plus en avant sa vulnérabilité. Et ici, où l'on comprend que Clarisse est loin de la fin de son apprentissage, lorsqu'elle entre dans la cuisine et qu'on a ce magnifique tableau de
papillon, qui aurait pu lui indiquer immédiatement le danger et qui fait écho à cette scène. Starling, where's your danger area? In the corner, sir. Did you check the corner? No, sir. That's the reason you're dead. Mais elle comprend tout de même par ses propres moyens. Le film veut nous montrer qu'elle arrivera à ses fins de façon non conventionnelle. Elle se démarque des autres. C'est pour ça qu'elle finit par tuer Buffalo Bill, ce qu'aucun autre élève du FBI n'aurait fait à sa place. Clarice Starling, dans cette scène de fin, a réussi à annihiler la menace. Sa menace. L'homme impulsif et incontrôlable qui n'est dans ce monde que pour assouvir ses besoins. Mais pour les autres, la vraie menace, c'est Lecter. Et lui, il s'en sort. Et quand il appellera Clarice, il lui dira d'ailleurs cette phrase. Well, Clarice, have the lamb stopped screaming? Et on notera que Clarice ne prévient personne sur le fait qu'elle a eu Lecter au téléphone, comme si elle lui rendait l'appareil. Et voilà, nous avons fini de parler du Silence des agneaux, ce merveilleux film, et je sais que j'ai tellement d'autres choses à dire, mais je me suis dit que pour un petit retour de vidéo, ce serait bien de la faire courte. Enfin courte, vous savez ce que je veux dire. J'espère que ce retour sur YouTube avec cette analyse sur l'un de mes films préférés vous aura plu. Je vous promets que je compte rester un moment et que je ne vous ferai pas attendre 2 ans pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Bisous la mif!